Oui, Je vois que ça commence à se calmer au niveau des arrivées. Donc, je vais introduire donc cette séance sur les statistiques ENO réalisées par les trois CRI du territoire. Donc, chers partenaires et chers collègues, c'est à moi que revient l'honneur d'introduire cette séance de présentation des statistiques réalisées par les trois centres régionaux d'intégration du Hainaut. Je suis Valérie Lossignol. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la toute nouvelle directrice du CEREC. Enfin, ça fait quand même 9 mois, mais bon, voilà, c'est encore tout neuf. Et il m'appartient au nom de tous, et c'est plutôt une mission agréable, hein, on va pas se le cacher, de vous souhaiter une belle année 2024, pleine de défis et de beaux projets. Alors, ma deuxième mission, c'est de vous présenter brièvement les centres régionaux d'intégration, qui sont au nombre de 8, ça vous le savez certainement, je vous apprends rien, ainsi que leur mission, même si beaucoup d'entre vous les connaissent. Un petit rappel, c'est toujours le bienvenu. Donc, les CRI, comme on les appelle entre nous, sont financés par la région Wallonne. Euh, Ils ont différents domaines d'expertise en fonction des publics auxquels ils s'adressent. Euh, pour les professionnels, ils ont pour mission de mettre en réseau les différents acteurs de l'intégration qui œuvrent dans les domaines du français langue étrangère, de la citoyenneté et de l'aide socio-juridique. Ils organisent des formations dans plusieurs domaines, que ce soit à la demande ou de manière récurrente, le droit des étrangers, interculturalité, présentation d'outils pédagogiques. Les CRI accompagnent également leurs partenaires ILI, donc c'est des initiatives locales d'intégration, mais aussi d'autres structures pour les appels à projets et pour les soutenir de différentes manières, pédagogiques, méthodologiques, logistiques, promotionnelles. Euh, pour le tout public, l'écrit organise des séances d'information et de sensibilisation sur différents thèmes, comme la déconstruction des préjugés, les réalités migratoires, la lutte contre les discriminations. Et ce, sous différentes formes, animation, conférences, films, débats, expositions. Il réalise également des supports d'information et des outils pédagogiques. Pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère, ils organisent le parcours d'intégration des primo-arrivants, mettent en place les permanences juridiques, sociales, selon l'écrit, hein, ça dépend un peu des forces vives qu'ils ont au sein de leurs équipes, des actions d'insertion socio-professionnelle, d'accompagnement individuel, d'équivalent de diplôme, de mentorat, de tutorat, avec l'appui, entre autres, du Fonds social européen. Des formations et des séances d'information selon les demandes. Alors, vous avez été attentif? On fait une petite interrogation maintenant? Non, je rigole. Je rigole. Bon, je vais passer la parole maintenant à mon collègue du CRIC, donc le Centre régional d'intégration de la région de Charleroi, Fabrice Tchatcha. voilà, merci beaucoup Valérie. Alors, moi, petite précaution d'usage, parce que comme tu l'annonçais Valérie, en fait, nous allons être confrontés à toute une série de statistiques. Et alors, il nous paraissait important par rapport à vous de vous prémunir de toute une série de biais liés au fait de s'interroger sur des statistiques. Alors, c'est toute une série de préoccupations d'usage. Alors, elles valent pour nos statistiques, mais elles valent de manière générale par rapport à toutes les statistiques. C'est toute une série d'erreurs qui sont faites par rapport aux statistiques, des erreurs liées parfois à de l'encodage, liées à des effets aléatoires, liées à certaines négligences parfois. Mais au-delà de ça, c'est toute une série de biais qui existent lorsqu'on analyse des statistiques. Des biais cognitifs, des biais liés par exemple aux effets rétrospectifs, par exemple le fait de dire bah, dès qu'on est confronté à une nouvelle information, ah ben ça je le savais depuis le départ, et de revoir son jugement a posteriori. Idem par rapport à un autre biais qui est celui de l'ambiguïté, le fait que lorsqu'on est confronté à des éléments qui nous sont manquants, on va tenter de combiner ça et d'amener des éléments propres à notre réflexion, mais qui risquent d'influencer le résultat. Donc tous ces biais cognitifs, et je n'irai pas beaucoup plus loin par rapport à tous ceux qui existent, comme ceux liés à la confirmation ou à la sélection, ou au choix sélectif,
fait par les lecteurs qui sont attentifs aux dimensions statistiques. L'idée par rapport à ça, c'était vraiment de vous mettre en état d'alerte par rapport à la lecture et à une approche critique qu'il faudrait avoir par rapport à à ces statistiques. L'idée, c'est vraiment d'identifier des tendances. L'idée, c'est vraiment de transformer ou d'amener des éléments de réflexion qui permettent de réfléchir sur la manière dont on pense, la manière dont on juge les informations qui sont présentes et qui vous seront révélées aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long par rapport à ça. Voilà, il s'agit donc de chiffres et donc ça nécessite de la précaution par rapport à tous ces chiffres. Voilà, et c'était une précaution qu'on voulait avoir avec vous pour introduire cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je passe la parole maintenant à Pierre. Bonjour à toutes et tous. Voilà, en fait, comme vous l'a expliqué Valérie Rossignol, nous sommes 3 centres régionaux d'intégration sur la province du Hainaut, le CRIC, le CINB et le CEREC. Pour pouvoir permettre de vous donner les données chiffrées de 2022 sur la province relative aux personnes étrangères et notamment celles des primo-arrivantes, les 3 CRI se sont unis pour réaliser ce travail de statistique qui va vous être présenté aujourd'hui par vidéo. Cette vidéo comprend 3 parties. La première reprend les différentes nationalités des grandes villes et communes. La deuxième concerne les données du public obligé et non obligé que nous rencontrons au cours du parcours d'intégration, qui est la première mission que vous a développée tout à l'heure Valérie, donc le parcours d'intégration wallon. Et la troisième partie va reprendre quant à elle les données des initiatives locales en ce qui concerne l'apprentissage de la langue française, en ce qui concerne les formations à la citoyenneté et les projets interculturels. Mais alors, avant de passer donc à cette projection de vidéo, je vous demanderai à toutes et tous si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce qui va se trouver dans cette vidéo, de poser vos questions par chat. Nous y répondrons à la fin de la séance par une prise de parole. Après la vidéo, on repassera la parole à Valérie qui vous expliquera brièvement le mémorandum et nous interviendrons très peu par rapport au mémorandum. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment face à nos statistiques. Le 1er janvier 2022, nous comptions près de 387 000 personnes de nationalité étrangère en Wallonie et 167 000 personnes de nationalité étrangère dans le Hainaut. La population étrangère dans le Hainaut représentait donc 12,4% de la population totale de la province. La majorité de ces personnes étrangères étaient de nationalité italienne, française, marocaine, roumaine ou espagnole. Certaines de ces nationalités sont fortement représentées en raison d'une immigration plus ancienne par la venue de main-d'œuvre notamment pour les charbonnages dans les années 40, 50 et 60, et progressivement avec l'arrivée de leurs familles. À cela s'ajoutent les arrivées plus récentes, surtout des membres de l'Union européenne. C'est le cas notamment des Roumains avec l'adhésion de la Roumanie en 2007. Pour les Français, cela s'explique du fait de la frontière proche et de la langue commune. Il y a environ 49,5% de femmes étrangères et 50,5% d'hommes étrangers. Mais cela peut varier selon la nationalité. Le Hainaut est divisé en 7 arrondissements. Nous pouvons voir que certains arrondissements comptent plus de personnes étrangères que d'autres. Si les Marocains se retrouvent aussi dans les 5 nationalités les plus représentées au niveau du parcours, les autres n'y sont pas, c'est-à-dire les Algériens, les Camerounais, les Congolais et en première position, les Ukrainiens. En effet, les derniers chiffres disponibles de StatBel datent du 1er janvier 2022. Depuis avril 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, nous devons tenir compte de l'arrivée de personnes venues de ce pays. 2660 personnes ukrainiennes ont été comptabilisées dans le Hainaut en décembre 2022. Source IWEPS.
Au niveau du parcours d'intégration, 511 Ukrainiens sont passés par les centres régionaux d'intégration de façon volontaire, car la région wallonne les a dispensés du parcours obligatoire en septembre 2022. Faisons maintenant un focus sur les 5 plus grandes villes du Hainaut. À Moucron, on peut remarquer qu'une majorité de personnes sont de nationalité française, italienne et ensuite marocaine. À Tournai, on retrouve principalement des Français, des Syriens et des Italiens. À Mons, les Italiens sont majoritaires, suivis par les Français et les Camerounais. À la Louvière, on observe une majorité d'Italiens, de Français et ensuite de Roumains. Enfin, à Charleroi, les Italiens sont les plus nombreux, avec les Marocains et les Français qui les suivent. Nous vous avons présenté des chiffres absolus de la population étrangère, mais aussi les chiffres relatifs. Si le nombre de personnes de nationalité étrangère peut être plus important dans certaines communes, il est à mettre en perspective avec la totalité des habitants de la commune pour avoir une image plus exacte de la réalité. Comme nous l'avons évoqué, les nationalités présentes en Hainaut ne sont pas forcément les mêmes que celles présentes dans le parcours d'intégration. L'objectif du parcours d'intégration est d'accueillir et d'accompagner les nouveaux résidents étrangers de Wallonie, de les aider à acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société et des relations sociales en Belgique, ainsi que faciliter leur intégration sur le territoire. Voyons maintenant les chiffres relatifs aux personnes reçues dans le cadre de ce parcours. En observant les chiffres du parcours d'intégration en Hainaut récoltés par l'ensemble des 3 centres régionaux, on remarque que les villes principales sont Charleroi avec 405 dossiers ouverts en 2022, Mons avec 185 dossiers, La Louvière 130, Tournai 125, Moucron 112. Dans ces dossiers ouverts, il faut savoir que les 2/3 sont des dossiers concernant les personnes désireuses de suivre le parcours d'intégration de manière volontaire. Soit 1063 personnes sur un total de 1570. L'ensemble des personnes concernées par l'obligation a été de 507 personnes en Hainaut, ce qui dénombre clairement que certains stéréotypes sur la non-volonté des personnes étrangères de vouloir s'intégrer sont faux. Comme nous pouvons le constater, les personnes ukrainiennes culminent largement en tête des nationalités arrivées sur notre territoire provincial en 2022. Cette communauté réfugiée, composée d'une majorité importante de femmes, a directement obtenu le statut de protection temporaire. Si ce statut peut sembler un privilège par rapport aux personnes issues des autres pays qui doivent souvent attendre une longue période avant d'avoir un droit de séjour reconnu, il nous paraît plus pertinent d'en tirer des conséquences positives en harmonisant cette possibilité à l'ensemble des ressortissants du monde. En Hainaut, l'inscription aux formations obligatoires sont parfois compliquées pour les personnes qui suivent le parcours d'intégration, car les inéquités entre les zones urbaines mieux desservies et les zones rurales existent. Que ce soit en termes d'offres de formation par nos partenaires ILI ou de transport public, l'ensemble des personnes ne bénéficient pas des mêmes potentialités, ce qui peut engendrer des complications préjudiciables pour les personnes dans l'application du parcours d'intégration. Les initiatives locales d'intégration sont des associations sans but lucratif, des pouvoirs publics, des fondations, des établissements d'utilité publique et des associations internationales sans but lucratif. Ces ILI sont subventionnés ou agréés par la région wallonne via les appels à projets pour organiser des formations à la citoyenneté, des formations en français langue étrangère, des activités interculturelles et de l'accompagnement socio-juridique. Du nouveau dans l'appel à projet 2022-2023, l'axe interculturalité est subdivisé en 3 sous-axes, interculturalité, lutte contre le racisme et duo vers l'inclusion. La particularité dans l'axe interculturalité est celle du duo vers l'inclusion, où l'accompagnement se fait en binôme. 5 opérateurs ILI sur la province de Hainaut ont mis en place des actions de parrainage ou mentorat. Divers accompagnements sont proposés, qu'il s'agisse de la recherche de logement, de l'emploi, de la formation, jusqu'aux démarches administratives. Une attention particulière est également mise sur l'émancipation des femmes. De plus, la région wallonne a augmenté le financement des opérateurs de terrain en lançant un nouvel appel à projet BIS pour répondre efficacement à la situation d'urgence due à l'arrivée des Ukrainiens en Belgique.
Pour offrir un meilleur accompagnement, les ASBL et les pouvoirs publics ont élargi leurs activités en doublant les modules de formation en français langue étrangère, les ateliers d'orientation citoyenne, ainsi que les horaires pour l'accompagnement socio-juridique. L'offre de services des centres régionaux est large. Pour plus d'informations, les sites et les adresses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur la fonction, la façon dont ça fonctionne, en tout cas au niveau du NO. Alors, maintenant, je prends la parole par rapport au mémorandum. En fait, dans le cadre des prochaines élections régionales, un mémorandum a été réalisé par les centres régionaux d'intégration et les ILI, dans l'objectif de partager notre vision de l'intégration et d'attirer l'attention sur certains freins et obstacles que rencontrent les personnes étrangères en région wallonne et qui les empêchent de participer à la vie économique, sociale, politique et culturelle. À l'heure actuelle, les personnes étrangères issues d'un pays européen ou extra-européen ont uniquement accès à l'inscription en tant qu'électeurs, électrices au niveau communal. Donc, pour les personnes extra-européennes, cet accès est conditionné par le fait de faire valoir au moment des élections un séjour légal de 5 années ininterrompues de résidence principale en Belgique. Au niveau communal, le taux de participation aux élections par la population est encore trop faible. C'est dû notamment à la lourdeur administrative et à la méconnaissance de ce droit par le public concerné. Les CRI souhaitent porter certains combats, dont celui d'étendre le droit de vote des personnes étrangères au niveau régional, dans les mêmes conditions d'accès qu'au niveau communal. Ils vont également mener des actions dont l'objectif sera de favoriser l'accès au droit de vote des personnes étrangères en programmant des campagnes de sensibilisation par la diffusion d'informations claires et accessibles auprès du public concerné. Tout ça en collaboration avec le secteur associatif, bien entendu, qui est proche du terrain. Enfin, ils encourageront les communes à faciliter les démarches administratives pour l'inscription sur les listes d'électeurs. Je passe la parole à Fabrice. Oui, merci beaucoup, Valérie. Alors, par rapport à ce mémorandum, on a décidé de développer certains points. Alors, bizarrement, le point que je vais développer est loin parfois des considérations liées aux considérations régionales et est davantage lié à la politique fédérale en matière d'accès et d'accueil. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est très particulier de traiter ce point-là, d'autant que ce n'est pas une compétence régionale, sauf qu'il se fait que la réalité nous montre que, au-delà de la réalité qui est la nôtre et qui est liée à celle de l'intégration, se pose aussi toute une série de questions par rapport aux matières de l'asile et de l'accueil. Alors, une grosse difficulté, c'est véritablement, et c'est vrai on la retrouve essentiellement dans les médias, mais vraiment l'idée de développer un modèle à visage humain. On a l'impression que cette dimension-là est presque tombée en désuétude, tant on se trouve face à des situations de déni d'accueil par rapport aux personnes étrangères. Alors l'idée par rapport à ça, et c'est une idée qui est portée par le secteur de manière générale, c'est d'éviter la normalisation de cette situation-là. Si on prend la situation telle que l'avait présentée la secrétaire d'asile et à la migration par rapport au non-accueil en fait des personnes seules, eh bien, en fait, ça pose toute une série de questions. Série de questions qui sont liées à l'accès au territoire et à la politique d'accueil. À cet égard, la Belgique a été condamnée à de nombreuses reprises par les tribunaux internes, mais également par la Cour européenne des droits humains. Si on reprend les points essentiels visés par l'accès au territoire, on retrouve l'idée de garantir des voies légales et sûres au territoire avec des critères clairs et transparents.
Voilà, c'est une revendication et une recommandation qui est la nôtre. Une autre dimension par rapport à la politique d'accueil, c'est véritablement, comme je le disais, l'idée de ne pas normaliser la situation de déni d'accueil et d'y mettre fin, tel que cela est revendiqué par le secteur. Ne pas aller dans le sens qui est celui actuel du pacte mondial pour les migrations et proposer en fait des dimensions et des garanties beaucoup plus sûres et ordonnées. Permettre aussi un accueil digne et un accompagnement de qualité. Le fait aussi de limiter autant que possible le recours à l'accueil d'urgence. Le fait de limiter la durée d'accueil dans les centres collectifs. Idem par rapport à toutes les préoccupations qu'on peut avoir par rapport au MENA dans les familles d'accueil. Autre recommandation, c'est vraiment l'identification des besoins spécifiques des demandeurs d'asile. Voilà. Au-delà de cette dimension liée au fait de garantir un système d'accueil pérenne, digne et de qualité pour toutes les personnes qui sont demandeurs de protection internationale, il y a aussi le traitement différencié des personnes et des demandes de protection. En fait, ce qu'on observe, c'est que la politique qui se développe a des tendances à être moins inclusive, à distinguer et à classifier les personnes. On parle souvent des personnes sans papier, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il y a une préoccupation particulière à avoir par rapport à ces publics-là, notamment par rapport à la dépénalisation de leur statut. Euh, Autre dimension également, c'est celle vraiment de supprimer toutes ces catégories. Le fait de supprimer aussi les notions, par exemple, de premier pays d'asile ou alors le concept de pays tiers sûr. Parce qu'en fait, on l'a vu dans la réalité sociale, en fait, cette réalité-là, elle est très fragile, en fait. Une autre dimension, c'est de ne plus recourir et ne plus considérer de manière systématique l'intention frauduleuse. L'idée qui prévaut en fait dans toutes les demandes, c'est vraiment l'idée que le demandeur d'asile serait un menteur qu'il faudrait démasquer. Voilà. Et donc, il va en terminer avec cette idée, cette représentation-là qui est véhiculée. Donc, véritablement, avoir et prévaloir un délai de recours également suffisant pour permettre à chaque personne demandeuse de protection de pouvoir exercer valablement et qualitativement un recours en justice. Voilà, toute une série de recommandations que l'on retrouve donc par rapport au traitement des personnes. Idem par rapport à la dimension un peu plus collective de ces personnes, donc la dimension familiale. Par rapport à cette dimension familiale, une des préoccupations qui est la nôtre, c'est vraiment de faciliter la procédure de regroupement familial. On l'a vu ces dernières années, on a assisté en fait à un système et une législation qui était de beaucoup plus restrictive par rapport au regroupement familial. L'idée, c'est vraiment d'aller dans un sens différent et de faciliter notamment les demandes de regroupement familial, faciliter aussi les situations notamment problématiques qui se posent lorsqu'il y a de la violence intrafamiliale, parce qu'il y a toute une série de situations où en fait les personnes, et souvent ce sont des femmes en fait, dont le titre de séjour et l'accès au territoire ne sont liés qu'à un mariage, etc. Et donc, la difficulté se pose par rapport à la perte de cette situation et donc le fait que cela puisse entraîner également des pertes et des limitations par rapport à l'accès au territoire. Alors, autre dimension propre aussi à ce mémorandum, c'est vraiment de reviser les conditions et la procédure dans le cadre de la régularisation via l'article 9 bis. En fait, je pense qu'il faut être un peu réaliste et là, je pense que c'est vraiment en tant que citoyen qu'on doit vraiment réfléchir à ça. En fait, depuis 2009, il n'y a pas eu de procédure de régulation globale, généralisée, voilà. Et je pense que, alors c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps et je pense que c'est peut-être un peu impopulaire,
mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser la question et qu'on ne peut plus continuer à avoir des situations ou des gens comme ça qui vivent dans la clandestinité. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans des situations qui mériteraient véritablement une régularisation. Et donc, il faudrait vraiment créer davantage de statuts de séjour spécifiques visant notamment des situations concrètes et donc permettre une régularisation beaucoup plus fréquente, beaucoup plus claire, beaucoup plus humaine, beaucoup plus permanente en fait. C'est véritablement ça. Et donc également octroyer une attestation d'immatriculation notamment après une phase de recevabilité de dossier afin d'éviter que des droits essentiels pendant toute la durée de l'examen auprès de l'Office des étrangers soient négligés. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je pense qu'il y a véritablement une réflexion générale à avoir par rapport à la société qu'on veut construire, notamment par rapport à cette dimension-là. Je le rappelle, la Belgique a été condamnée à maintes reprises en interne, je veux dire, par rapport à son système judiciaire et aussi à l'étranger par la Cour européenne des droits humains. Et donc, c'est véritablement l'image de la Belgique qui est en jeu par rapport à ces politiques-là. Et je pense il est vraiment important de s'en soucier. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je te donne la parole. Merci Fabrice. Donc moi, parmi les différentes thématiques qui sont abordées dans ce mémorandum régional, j'ai choisi en tous les cas de parler de la santé et tout particulièrement de la santé physique et mentale des migrants qui sont affectés par le parcours d'asile. Il est à noter que le système de santé est difficilement accessible à notre public, tout comme il l'est aussi vis-à-vis des personnes vulnérables et en difficulté en Belgique. Mais pourquoi il en est ainsi? Un public peut informer, il n'est pas assez informé sur le fonctionnement des soins de santé et les droits qu'il peut avoir. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose à faire. Des professionnels pas toujours formés à l'approche interculturelle et les services qui sont proposés pour le public ne sont pas appropriés. Le souci d'interprétariat aussi au sein de certains services de santé, les hôpitaux, les homes, etc., qui ne font pas appel aux interprètes ou alors ils n'ont pas accès aux interprètes. Alors aussi, on a un souci vis-à-vis des sans-papiers et des migrants en transit qui n'ont pas assez recours à l'aide médicale urgente. Donc, tout ceci pose problème. En Wallonie, il existe des opérateurs qui accompagnent dans le domaine de la santé mentale. Ces accompagnements ethno-psychiatriques est complété par d'autres opérateurs qui, eux, accompagnent le public par rapport aux difficultés socio-juridiques qui sont dispensées, je dis bien, par d'autres opérateurs et qui se complètent. Et tout ceci est coordonné par le CRESAM. Je dirais que c'est tous ces opérateurs qui travaillent au niveau de la santé et de la santé mentale sont très importantes. Nous le voyons au jour le jour, vu que les personnes qui arrivent chez nous au niveau du parcours d'intégration, et même pas vis-à-vis du parcours d'intégration, mais tous les jours, je veux dire même par rapport à la vie de tous les jours, nous constatons que c'est réellement un problème. Et j'ai assisté au départ de mon intervention en disant que ce n'est pas seulement pour le public étranger, c'est également pour le public vulnérable. Donc la Belgique doit vraiment agir à ce niveau-là, puisque nous avons un public en souffrance. Alors, ce dispositif, malheureusement, n'est pas toujours accessible aux personnes étrangères et autres publics, je vais dire en souffrance, parce que les délais sont longs, parce que aussi il se trouve en dehors des zones urbaines. Donc, tout ceci pose problème. Et je pense que réellement, on parle de la région wallonne, mais moi je parle de la Belgique en général, les moyens doivent être mis là où les besoins se trouvent. Et donc, quelles sont nos propositions? Ben, ce sont les propositions qui iront dans le sens d'améliorer tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc, faciliter l'accès des personnes étrangères aux soins de santé. Ben, comment? En organisant encore plus de séances d'infos sur le fonctionnement des services de santé, parce qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne. Et si on ne le connaît pas, on ne sait pas non plus l'expliquer au public. Il faut renforcer des services en santé mentale et l'offre des équipes.
renforcer les services de médiation interculturelle et en créer d'autres où il n'y en a pas. Donc, je disais tout à l'heure que les services se situent à certains endroits, mais qui ne sont pas forcément accessibles. Former et informer les professionnels de la santé et favoriser les collaborations entre les acteurs qui accompagnent ces personnes étrangères. Encourager aussi les formations à la démarche interculturelle, à la lutte contre les préjugés, aller à l'encontre du racisme, former les travailleurs sociaux qui accompagnent ce public. On le fait déjà, mais on n'a pas assez de moyens pour le faire plus. Et selon moi, on doit renforcer pour que les acteurs sociaux puissent être réellement efficaces sur terrain. Tout cela pour avoir une meilleure connaissance effectivement des soins de santé qui existent et des différents services où les personnes peuvent aller. Mieux informer les professionnels des services d'interprétariat. Ils ne sont pas forcément au courant de ce qui existe et où on peut demander de l'aide. Renforcer les collaborations entre les acteurs de santé mentale, avec les centres d'accueil et les initiatives locales d'accueil. On peut renforcer aussi les relations entre les CPAS et les acteurs sur terrain. On peut aussi faire en sorte que les CPAS ont une harmonie également dans ce qu'ils proposent, etc. Là, je reviens effectivement sur améliorer l'accès à l'aide médicale urgence, et c'est pour ça que je disais juste avant qu'il serait bien que les CPAS puissent harmoniser les pratiques. Encourager aussi les collaborations entre les CPAS et les autres acteurs où se trouve le public pour pouvoir faciliter l'accès à l'aide médicale urgente. Je n'irai pas plus loin par rapport à ce point. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport au mémorandum qui se trouve sur nos sites respectifs de tous les centres régionaux d'intégration, comme disait Valérie, nous sommes 8, donc nous avons chacun un site, mais nous allons également promotionner ce mémorandum via tous nos outils de promotion. Donc, vous pouvez aller le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part également via nos mails, via le site, etc. Aujourd'hui, en fait, c'était axé vraiment sur les statistiques dans le no, mais nous voulions vous faire part de ce mémorandum parce que, bon, voilà, on est à la veille des élections et il est important que chacun soit sensibilisé à ce que nous avons, en tous les cas, mis en avant nos 8 centres régionaux d'intégration ainsi que les fédérations des îles. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie d'être présent aujourd'hui, mais je remercie également, et vraiment, nous sommes vraiment tous les trois bien entourés. Voilà, mais surtout pour remercier tous ceux qui ont collaboré de nos propres personnels, nos équipes, à la réalisation de ces statistiques. Ça a été un long travail assidu pour collectionner, pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir, même les voix que vous avez entendues, ce sont les voix de nos propres personnes dans nos centres. Donc, je remercie vraiment tout ce travail qui a été réalisé pour permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le travail réalisé, mais aussi sur, comme disait, avec la précaution qu'a dit Fabrice, les chiffres que nous avons présentés. Je pense que vous avez posé également des questions. Nous allons passer à la prise de parole pour pouvoir répondre aux différentes questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. C'est Laurie qui va prendre la parole. Laurie. Oui, oui, je suis là, bonjour. Il y a une seule question pour le moment dans le chat. C'est Anne-Marie qui demande, peut-on disposer des chiffres présentés? Je pense que la vidéo sera Voilà. accessible. La vidéo sera accessible sur nos différents sites également, donc il n'y a pas de souci. Et les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, nous avons les coordonnées, nous vous enverrons le lien via la vidéo, pas de souci. Oui, Oui. bien entendu. En fait, il y aura effectivement différents documents qui pourront être envoyés aux personnes présentes aujourd'hui, c'est-à-dire le mémorandum dont on a parlé et la vidéo. Il y aura la vidéo, lien vers la vidéo, rien que la vidéo statistique, mais aussi la vidéo, si vous voulez revoir l'ensemble de cette séance aujourd'hui, ce sera possible. Non, nous avons été filmés, c'est ça.
Voilà, donc il y a une autre question de Barbara Mourin. Y aura-t-il un format PDF de ce rapport? Tu parles Barbara, tu parles du rapport, le mémorandum? Bonjour, je parle des chiffres qui ont été présentés dans Ah la oui, du vidéo. rapport, donc des chiffres euh, Valérie, qu'est-ce que nous avions prévu par rapport à ça? Ben, on n'a rien prévu, mais ça ne Ah, devrait pas être un souci d'extraire les données de la vidéo et de les présenter dans une en fait, Ok. si je peux intervenir, il est Vas-y, Laurie. prévu, ce n'est pas encore fait, mais il est prévu ici dans les prochaines semaines de pouvoir mettre ces informations-là sur nos sites respectifs, nos sites internet. Donc, le détail de ces chiffres est plus encore que ce que vous n'avez vu sur la vidéo. Mais bon, il n'est pas exclu que nous puissions faire un petit rapport, effectivement. Je trouve que c'est important également pour pouvoir rentrer à la région Wallonne un rapport par rapport, effectivement, ça rendra encore plus, comment je vais dire, je sais Ouais, pas, accessible accessible. l'information. Et moi, les explications ils seront encore plus Ouais. par rapport à ces chiffres, donc pas de souci. Je pense que c'est important de le faire. Ouais. Merci. Merci pour la suggestion. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Peut-être si certaines personnes veulent poser directement les questions, si vous pouvez alors lever la main virtuelle et donc poser vos questions par ce biais. Ah, je vois Barbara, tu as une seconde question? Mais déjà, remercier les trois centres pour leur présentation et à titre peut-être plus spécifique pour mon association, remercier Pierra pour l'attention le focus que tu as mis sur la santé et la santé mentale. De manière plus générale, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur cette présentation. Moi, je me réjouis d'entendre que les centres régionaux d'intégration, qui ont quand même une partie de leur mission dictée par notre pouvoir régional, prennent des positions politiques aussi et les affirment de plus en plus. J'ai pu, de là où je suis, assister comment dire, au durcissement, entre guillemets, de certaines des missions qui vous sont confiées, en étant au départ opérateur, comment dire, au service des populations migrantes et puis avec des missions d'imposition par rapport à certaines choses, notamment le parcours d'intégration qui est devenu obligatoire, etc. Et moi, je me réjouis de constater que vos structures ne se privent pas pour autant de prendre des positions politiques qui vont parfois à l'encontre du courant dominant. Voilà, merci à tous les trois pour votre travail. Merci. Merci. Nous avons une nouvelle question dans le chat de Cindy Trapani. Dans le cadre d'animation sur l'accès aux soins de santé, est-il prévu qu'un interprète soit présent si les participants ne comprennent pas très bien la langue française? Dans le cadre de... Ouais, dans quel cadre, en fait? Oui, Parce c'est que là, ça. c'est compliqué de répondre. Mais Euh, ouais. vous parliez de justement leur méconnaissance au niveau de leur accès aux soins de santé. Oui, Et donc, il existe justement des animations oui. d'information. Oui, c'est bien ce Euh, que vous dites. En fait, oui, oui, oui. En fait, nous avons, en fait, on a un service wallon, le CETIS, mhm, où nous avons des interprètes sociaux qui interviennent lorsque nous en avons besoin. Et donc, dès l'instant où il y a des animations, que ce soit par les centres régionaux d'intégration ou le CPA, les CPS, d'autres services, etc., peuvent avoir accès à ces interprètes sociaux. Et donc, qui vont aller interpréter lors d'animations. Nous le faisons en tous les cas au CILB et au CRIC et au CEREC aussi. Donc, d'accord. dès qu'on a un besoin, on peut faire appel au CETIS. Bon, maintenant, il existe aussi d'autres services que le CETIS en interprétariat, mais ça se trouve sur nos sites respectifs. Oui, je dis oui. Par Parfait. contre, c'est pas suffisant. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, mais Ah, comme on peut pas tout expliquer, c'est là notre frustration. En fait, c'est pas suffisant parce qu'il y a des langues qui ne sont pas assez, je vais dire, développées en interprétariat et nous n'avons pas assez de moyens non plus pour avoir, le CETIS n'a pas assez de moyens pour pouvoir avoir tous les interprètes dans toutes les langues. Et donc, à un moment donné, on est dépourvu
Ou Oui. alors, certains interprètes ne sont pas forcément accessibles. Ils ne sont pas dans toutes les régions non plus. Et donc, ils doivent venir de loin. Bon, ça a un coût. On ne sait pas toujours. Et donc, ce qu'on fait, qui n'est pas toujours ce qui est demandé de faire. Donc, je prends bien les précautions en disant ça. Des fois, on demande à des bénévoles qui connaissent la langue de pouvoir nous aider. Bien sûr, nous les avons formés à la déontologie, etc. Mais c'est un gros problème pour nous parce qu'on nous demande d'aller vers des services qui sont reconnus. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les langues dont on demande, ou alors ils sont pris ailleurs. Il Ah faut oui. renforcer en tous les cas ce type de service qui est très utile à la population, puisque si la population ne sait pas parler ou on ne les comprend pas, c'est le problème du départ, quoi. Oui, oui, tout Donc, à fait. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà. Et voilà. alors, Merci. par Oui. rapport aux structures, ce qui est fort important, je parle aux travailleurs de terrain peut-être qui sont présents ici, c'est que parfois, elles ne savent même pas qu'elles sont conventionnées avec le CITIS Wallon. Ça Donc, aussi. c'est important de se renseigner auprès de votre administration, directeur général, je ne sais pas, en fait, une personne responsable par rapport à ça, parce que parfois, il y a déjà une convention qui préexiste et qu'il est possible de mobiliser, notamment pour bénéficier d'un interprète social. Ou alors passer par nos centres régionaux d'intégration aussi. Si vous passez par nos centres régionaux d'intégration, vous nous faites la demande et nous, on voit s'il peut y avoir un interprète qui peut intervenir. Ça, nous l'avons déjà fait. À l'aide à la jeunesse, nous demande régulièrement des interventions, aide aux familles, etc., quoi. Nous demande l'intervention d'un interprète et si on a la possibilité, on le fait, quoi. Alors maintenant, au niveau du coût, si c'est dans le parcours d'intégration, à ce moment-là, on ne paye pas puisque le service est subventionné pour le parcours d'intégration. En dehors du parcours d'intégration, là, nous devons intervenir financièrement. Mais Et l'accès ça, aux soins de santé fait partie de ce parcours. dans le parcours, il y a 4 axes. Il y a la formation à la langue française, il y a la formation à la citoyenneté, il y Oui. a des heures que l'on dispense par rapport à l'insertion socio-professionnelle et les bilans qu'on donne au point de départ et les droits et devoirs. C'est ce qui font partie de ce parcours d'intégration obligatoire. Lorsque l'on va au-delà de ces thématiques qui sont dans le parcours obligatoire, vous me contredisez mes collègues si je dis des bêtises, là, on doit payer D'accord. le service d'interprétariat. En tous les cas, nous payons même le CETIS si jamais on demande en dehors. Ça dépend nos frais de fonctionnement. Moi, des fois, je fais passer dans nos frais de fonctionnement quand quelqu'un me demande. Tout dépend de quelle manière sont nos finances, quoi. Donc, généralement, on essaie en tous les cas d'être vraiment là pour pouvoir aider au maximum. Donc, même quand il y a des coûts, on essaie aussi d'aider dans ce sens-là quand on a les moyens. L'idéal, c'est vraiment de mutualiser les ressources, hein. Voilà, s'il s'agit de faire une séance d'information pour plusieurs personnes, ben voilà, c'est beaucoup plus facile que s'il s'agit de le faire pour une personne. Donc, tout ce qui est collectif, ben voilà, ça réduit les coûts. Parce qu'on ne peut pas imaginer non plus que on puisse avoir, par exemple, si je prends dans le cadre des formations citoyenneté, lors du développement du module lié à la santé, donc dans chaque structure, en fait, on pourrait pas imaginer, ce serait compliqué en fait d'imaginer systématiquement de faire venir un interprète du CETIS Wallon. Par contre, si on mutualise en fait les ressources, et c'est un petit peu l'idée, c'est ce qu'on essaye de réaliser également, ben voilà, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des séances collectives avec des informations. Et là, on fait intervenir un interprète, c'est beaucoup plus facile en fait. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, nous avons organisé des formations. Nous organisons des formations lorsqu'on nous les demande. On les a fait en formation à l'interculturalité. On peut le faire également pour les soins de santé. C'est ce que je mettais en avant qu'il faut renforcer au niveau de la santé. Nous pouvons nous mettre, généralement, on le fait, nous tous les trois, en tout cas à la province du Hainaut, on se met ensemble. Et si jamais il y a des acteurs qui demandent, ben, on peut faire en sorte de réunir un groupe et de dispenser de la formation avec un interprète. Et donc là, on fait
la chose qui nous coûtera vraiment moins cher, quoi. Parfait. Avant Merci. de, avant de passer aux autres questions, il y a une réaction par rapport à cette discussion qui vient d'avoir lieu. C'est Stéphane Dussérec qui dit que dans le cadre du parcours d'intégration et de la séance d'information sur les droits et devoirs, nous abordons l'accès généraliste à la santé de manière multiforme Oui, afin d'informer au mieux les personnes primo-arrivantes. oui, oui, tout Voilà, à donc fait. c'est une précision par rapport Oui. Tout à Ce fait. que disait discussion. Pierre, hein, ouais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en Ouais. fait, dans les thématiques qui sont dans le parcours d'intégration, nous faisons les bilans, effectivement, et nous dispensons des droits et devoirs. Et là, il y a toutes des thématiques qui sont abordées, notamment la santé, quoi. Ouais. Et donc, Mais c'est vraiment, je me dis, je me pose la question telle que pourrait se la poser en fait des intervenants. C'est vrai qu'il y a cette séance d'information droits et devoirs où on aborde de manière multiforme, comme le disait Stéphane, la thématique de la santé. Mais si on veut aller plus loin ou s'il faut développer quelque chose de spécifique, on pourrait imaginer, notamment via une mutualisation oui, entre plusieurs services, par exemple, vraiment de faire venir un interprète pour oui, traiter des questions spécifiques tout en à fait, matière de santé, en fait. tout à fait. Puisqu'on développe Ah, bien la Constitution, lorsqu'il y a un besoin, en ISP on le fait, on peut développer beaucoup plus la thématique santé, pourquoi pas. Enfin, moi j'ai choisi, il y a d'autres thématiques dans le mémorandum. J'ai choisi cette thématique parce qu'elle me tient à cœur. Maintenant, il est vrai qu'il ne faut pas focaliser sur cette thématique. D'autres directeurs auraient peut-être développé d'autres thématiques aussi. Mais pour moi, si la personne n'a pas la santé, elle ne sait rien faire. Ça, c'est même toute personne, voilà, tout être humain a le droit d'avoir une bonne santé pour pouvoir agir, pour pouvoir vivre tout simplement et exister, exister. Aujourd'hui, on doit exister, que ce soit une personne étrangère ou toute personne. alors, Ça ne veut pas ça. avant de passer à d'autres types de questions, il y a aussi Maryse Courouble qui souhaite poser une question directement en lien avec ce sujet. C'est pas tellement une question, c'est plutôt une proposition parce que j'entends bien que dans le cadre des traductions, etc., c'est compliqué. Mais sur certaines thématiques phares comme la santé, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prévoir un... Il y a des outils qui existent en français et qui sont très accessibles même à des personnes qui sont assez éloignées du système belge, qui sont faciles à comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les traduire dans certaines langues pour que ces outils puissent être utilisés en français par le formateur, par l'animateur, mais sur base d'images accessibles dans la langue d'autres personnes? C'est déjà le cas, C'est déjà hein, le c'est cas. déjà le cas. Oui, il y a déjà certaines choses qui existent. Oui, Donc, Hum. oui, oui, tout à fait. Et ça, moi, je renvoie, mais notamment par rapport la santé, c'est une thématique qui est développée dans le cadre des formations à la citoyenneté. Donc là, je renvoie en fait aux formateurs en citoyenneté qui ont accès à ces thématiques-là, et notamment par rapport en matière de santé. Et alors, il y a différentes plateformes au sein des centres régionaux d'intégration. S'il y a vraiment des demandes spécifiques de formateurs qui souhaitent développer un axe spécifique lié à la santé et de le mutualiser avec les autres centres parce qu'ils pensent que voilà, cette thématique-là en matière de santé devrait être développée, eh bien, on peut tout à fait le faire traduire en langue étrangère. je Mais oui, pense au nouvel outil de culture et santé hein, qui est sorti sur les mutuelles. oui, Mhm. oui, par exemple. Oui, ça Oui, pourrait c'est être vrai. intéressant de l'avoir en quelques langues étrangères les plus courantes. Maintenant, ça me fait penser, il y a quelques années, on avait une convention avec les maisons médicales et les maisons médicales nous ont demandé effectivement la traduction de documents. On a aussi eu les écoles qui nous ont demandé la traduction de documents. Et donc, là encore, vous pouvez faire appel à nous si jamais il y a vous pensez, comme maintenant vous venez de donner cet exemple-là, parce que nous ne pouvons pas penser à tout, mais il est vrai que nous essayons au maximum, quand il y a des outils, de les traduire par effectivement le CETIS ou si nous n'y arrivons pas par d'autres. Mais on a cette possibilité-là et qui peut être également gratuite puisqu'on nous propose un parcours d'intégration. La spécificité du CETIS, ça reste d'être un service professionnel Voilà. véritablement. Donc, avec des gens qui sont formés
Et donc, voilà, là, c'est un gage de qualité par rapport à ce qui peut se faire, hein, je veux dire. Donc voilà. Mais il y en a déjà qui ont recours, les CPAS, le Forem ont des conventions avec le Ouais. CETIS. Il y a déjà des autres services qui ont, que nous, des conventions avec le CETIS. Et donc, c'est pour ça que j'insistais vraiment, enfin, pour pour les travailleurs de terrain, c'est de vraiment voir au niveau de leur structure ou s'il n'y a pas une convention qui préexiste déjà, en fait, avec le CETIS. Parce que moi, j'ai été confronté à de nombreux travailleurs qui, bah, si on prend l'ONE, par exemple, eh bien, en fait, qui ne savent pas que, il y a une convention qui préexiste, et donc qui peut être mobilisée à tout moment. Alors, dans le chat, nous avons encore quelques questions. Alors, une question d'Anne-Marie. Quels sont vos relais au niveau politique et dans les médias pour votre mémorandum? On a la séance d'info qu'on doit parler, justement. Oui. Qui en parle? Allez, Fabrice. Mais en Alors, fait, priez. mais j'ai vu qu'il y avait une question justement par Oui. rapport à ça. Et donc une La- séance, mais la première en fait, séance d'information qui aura lieu le 9 février. Alors après, chacun au niveau local va développer ses propres, enfin sa propre promotion, je vais dire, et diffusion du mémorandum. Nous, ce qu'on va faire au niveau de Charleroi, c'est vraiment le faire par rapport à notre conseil d'administration qui reprend notamment toute une série d'élus locaux, le fait de l'étendre aussi aux élus locaux et voilà, et le fait de aussi le présenter. Alors, c'est quelque chose qui a été construit et co-construit avec les acteurs du secteur, mais vraiment l'idée, c'est aussi de pouvoir, après coup, diffuser ces dimensions-là et de les faire vivre au fur et à mesure des différentes actions qu'on aura, notamment par rapport aux élections, donc apéro politique et ce genre d'activités qui se développeront tout au long de l'année 2024. Mhm. Donc, au niveau régional, nos 8 centres régionaux font une promotion au niveau politique, effectivement, et le 9 février est le cas. Et puis, au niveau local, chacun d'entre nous, on fait quasiment la même chose, Mhm. quoi, mais au niveau local. Et là, nous allons sensibiliser tout ce qui est les partis politiques. On fait un courrier, il y a, par exemple, chez nous, la coordinatrice Laurie s'est réunie avec la personne qui s'occupe de l'information communication pour voir ce que nous allions faire par rapport à cela. Il y a toute une proposition. Et donc, maintenant, vous allez voir dans nos différents canaux de promotion ce que nous allons faire par rapport à cela. Maintenant, bon voilà, on n'est pas aux premières élections, hein, personne n'est pas dupe, hein, on n'est pas au premier mémorandum non plus, et tout le monde fait des mémorandums. Donc voilà, nous essayons au plus possible de sensibiliser, mais il est vrai que si je regarde le mémorandum d'il y a 5 ans, ben, vous savez, je me suis dit, ben, bon sang, c'est quasiment toujours la même chose qui est revendiquée parce que les choses n'avancent pas vraiment toujours. On avance, on a des moyens supplémentaires, c'est vrai. Je remercie même nos différents, donc la région de Londres, tous ceux qui nous subventionnent, mais voilà, nous sommes toujours en train de poser les mêmes questions et nous sommes toujours en train de demander les mêmes choses. Donc, je pense que là, il faut vraiment mettre un coup plus fort dans nos mécontentements et y aller peut-être un peu plus dur, un peu plus fort, quoi. Et là, nous allons en tout cas nous voir encore vendredi les différentes directions pour pouvoir voir comment on va s'y prendre pour qu'à un moment donné, ça puisse peut-être passer le cap. Ce mémorandum, c'est véritablement un fil rouge, en fait, par rapport à toute une série de thématiques. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'être, et c'est le cas, en fait, d'être d'accord sur ce qu'on revendique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a différentes thématiques, il y a différentes manières aussi d'aborder les sujets. Et en fait, c'est quelque chose qui nous réunit. Donc, en fait, ce mémorandum, c'est vraiment le fil rouge, le fait qu'ils permettent et de nous positionner et de montrer notre positionnement, comme on vient de le faire un petit peu avec vous ici, hein, notre positionnement, je veux dire, en interne et en externe. Et voilà. Voilà.
J'espère qu'on Justement, il y aura avait dans le répondu. chat une question par rapport à la séance du 9 février à laquelle Pierre fait référence. Donc la séance pour présenter le mémorandum régional organisé par le WICRI. Et la question est, allez-vous publier ce document dans vos sites respectifs également? Oui, bien Ils sûr. le sont déjà, en fait. Tout se trouve toujours sur le site. On essaie de Donc, mettre tout. ouais. Vous trouverez tous ces documents sur le site. Et pour la séance du 9 février, vous pouvez aller sur le site du Discri, sur lequel vous allez trouver l'information et les conditions d'inscription. Et maintenant, ça se trouve aussi sur nos pages Facebook. Je suppose que les vôtres aussi, hein. Ouais, Sur la page Facebook, on a déjà mis toutes les informations par rapport au 9 et aussi pour pouvoir vous inscrire. C'est vrai que c'est le début en fait du lancement de ce mémorandum. Donc, on fait la promotion, voilà, on commence à la faire. Donc, voilà, la première séance d'information à proprement parler, ce sera le 9 février. On en a parlé en interne de nos différents organes d'administration. Mais voilà, Nous, on saisit l'occasion aujourd'hui de vous exactement. dire, effectivement, nous avons fait ça et voilà ce qu'on met en avant. C'était pas forcément la thématique du jour, mais c'était important que vous le sachiez aussi, parce que bon, voilà, on est tous unis, hein, je veux dire, chacun a son propre petit mémorandum, mais tout le monde vise la même chose, hein. Donc, si la parole de tous peut à un moment donné faire avancer, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on continuera à faire. Donc, voilà, on l'a fait Oui, dans cet on le fait événement-ci. toujours. On le fera en fait pour tous les prochains événements. Alors, Stéphanie Bielecki a mis dans le chat, si vous voulez, le lien du site du CEREC vers le mémorandum, donc pour ceux qui veulent le copier. Sinon, ah non, j'allais dire, avant de clôturer, ah non, il y a aussi une remarque comme quoi il est parfois dommage de recevoir tardivement, pardon, les informations de ce type. Nos agendas sont assez chargés. Par rapport Et, à l'événement de la journée d'aujourd'hui, c'est ça? Non, le 9. Le 9, Ah, le 9, pardon. ben, généralement, maintenant, ce qu'on fait, c'est save de date. On donne la date bien plus tôt, et ça a été fait, je me rappelle très bien, par le Discri au mois de décembre, mais effectivement, le contenu a été mis en janvier, quoi, Ouais. effectivement. Mais ce n'est qu'une première occasion, j'ai envie de dire, le 9 février. Oui, C'est la première fois, mais voilà, je pense que on commence seulement. on commence seulement, c'est la première étape, voilà, de diffusion. Donc voilà, Et je ça, pense c'est la que diffusion sur Namur, hein, donc ça donne l'occasion, pour la effectivement, région. à l'administration, voilà, d'être présente et de voir notre travail, et certains politiques qui seront certainement là. Par contre, au niveau local, c'est important aussi de pouvoir, en tous les cas, faire notre travail. Et là, chacun ira dans les lieux qui sont à proximité. De votre domicile. Enfin, je veux dire, là, c'est plus facile aussi d'avoir accès, quoi. Et pouvoir se ressaisir aussi de ce mémorandum. Voilà, c'est un outil, comme je l'ai dit, c'est un fil conducteur Voilà. pour nous. Il est valable régionalement et il est valable pour chacun de nos centres, mais il est aussi valable en fait pour chacun de nos territoires. Donc chacun à notre niveau, on a notre part à, à contribuer par Oui. rapport à ce mémorandum. Mais sans oublier que c'est le mémorandum régional, mais nous avons les élections, comme disait tout à l'heure Valérie quand elle a parlé des élections, il y a les élections communales également qui vont être en octobre. Donc on est au mois de février demain, après-demain. Non, demain. Demain. Et donc, du coup, je veux dire, voilà, on a le temps de pouvoir, mais ce qui sera mis dans le mémorandum qu'on fera à ce moment-là, ce sont les mêmes thématiques, ce sont les mêmes revendications, mais au niveau communal. Donc, je pense que on est vraiment, en tous les cas, dans un travail qui est quand même assez assidu et constant tout le temps. Donc là, vous aurez les informations suffisamment tôt pour pouvoir les suivre. Et avant de donner la parole à Laurie, ce que je voulais dire, c'est, ben voilà, comme tu le disais, Pierre, ça touche aussi bien les matières régionales, mais communales, Oui. mais aussi fédérales. Ben, on l'a vu avec les matières d'asile et d'accueil, Oui. mais aussi européennes. Donc, c'est vraiment un mémorandum qui nous positionne politiquement par rapport à tous ces niveaux de pouvoir. Voilà, Laurie, si je peux oui, voilà. Merci Fabrice. Alors, avant de clôturer, puisqu'on avait dit qu'on clôturait vers 10h30, il reste deux questions.
Enfin, une remarque et une question. La première, c'est ce serait aussi intéressant de lister ce qui pourrait remplacer le cahier Vivre ensemble du CIRE. Et existe-t-il une liste accessible des services ayant une convention avec le CETIS? Alors, monsieur qui est au conseil d'administration du CETIS. Oui. Ben, en fait, c'est que s'adresser direct. Enfin, je veux dire, il y a différents. Oui, enfin, moi, je pense que c'est surtout une démarche personnelle à faire. Enfin, je parlais surtout pour les travailleurs de terrain, parce qu'en fait, dans ma réalité de pratique de terrain, avant même d'être administrateur aussi, je remarquais en fait qu'il y avait toute une série de personnes ben, qui souhaitaient avoir ce type de service et qui n'osaient pas faire la démarche ou qui n'en bénéficiaient pas, alors qu'après, je me suis rendu compte en fait qu'ils étaient déjà conventionnés et qu'ils auraient pu en bénéficier avec une certaine facilité. Donc voilà, c'était ça en fait l'élément que je voulais apporter par rapport à ça. Après, il n'y a pas vraiment de liste de... Et puis ça change, ça peut changer, je veux dire. Et puis c'est toujours possible de se conventionner avec le CETIS à tout moment. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc si quelqu'un a vraiment une demande spécifique, eh bien en fait, il suffit tout simplement de s'adresser au CETIS, ils sont vraiment très sympas. Voilà, ici, ils sont pas sympas, comme l'a dit Pira, je suis administrateur là-bas, donc vous me le dites et je relayerai l'info. Non, mais vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur, en fait, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Alors, c'est vrai il y a la facilité de passer par nous, parce qu'on a des contacts privilégiés, mais je dirais aucun souci de passer en direct avec le CETIS Wallon, hein. Tout à fait. Donc, Mais je voilà. pense que si vous allez sur leur site, généralement aussi, ils ont des statistiques et Ouais, des ils informations. mettent qui autant de pourcentage pour celui-là, autant de pourcentage pour l'autre. Donc, vous voyez ceux qui, en tous les cas, font appel au CETIS Wallon. Et généralement, ils sont conventionnés. Ouais, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin de convention non plus. Non, On peut demander pour un document spécifique ou pour une action spécifique. Et souvent, en fait, même, en fait, le CETIS répond favorablement dans la mesure où ça permet justement de créer des relations, peut-être de nouvelles dynamiques. Voilà, surtout qu'en fait, ils sont situés à Namur aussi et ça permet aussi d'avoir comme ça une action beaucoup plus retentissante sur tout le territoire régional. Donc voilà, c'est... Et donc, il y avait l'autre Ouais. l'autre remarque. Ce serait aussi intéressant de lister ce qui pourrait remplacer le cahier Vivre ensemble du CIRE. j'ai pris note. Oui. Cahier vivre ensemble réactualisé du site. J'ai pris note. Juste pour vous dire, parce que c'est quand même une nouveauté fort importante par rapport au CIRE, c'est qu'on a intégré l'Assemblée générale du CIRE. Oui, c'est ça. Donc, via le DISCRI, donc la coupole des centres régionaux d'intégration. Et donc voilà, on est associé en fait à leur démarche. Laurie, tu clôtures? Alors, en tout cas, je n'ai, voilà, à part des personnes qui nous remercient, qui étaient très, très riches, il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Donc, peut-être rappeler toutes les informations pratiques du 9 février, clôturées, pour les personnes qui souhaitent encore nous rejoindre. Donc, le 9 février, la présentation du mémorandum régional se fait à partir de 13 heures. Namur. À Namur. Et donc, c'est dans la salle de la Croix-Rouge et qui se situe Rue de Dard, rue de Dard. à Jambes. À Jean. Voilà. Où il y aura aussi une présentation d'une étude qui a été réalisée auprès des personnes qui ont suivi le parcours. Ça, c'est en matinée, hein, ça. Oui, ça, Il y a c'est aussi une brève présentation dans l'après-midi. Ah, d'accord. Oui, il y a une D'accord. brève présentation et on Donc, a quatre vidéos, Tu fais bien de préciser, alors. c'est ça. Voilà. C'est le Donc, il y aura les deux. Donc, il y aura aussi cette Ouais. partie-là, une brève présentation qui Mhm. pourra peut-être vous intéresser. Maintenant, Laurie, je ne me rappelle plus, c'est filmé aussi pour pouvoir mettre sur le site après. Tu parles du 9? C'est filmé aussi. Le 9? Oui, le 9. Ah, Le 9. On va s'informer pour voir si c'est filmé, parce que ça, je ne me rappelle plus. Tu sais l'info, toi? Non, je ne pense Voilà. pas, non. Donc, si jamais, on va C'était pas poser la prévu. question au discret, parce que peut-être que c'est prévu de filmer, de pouvoir remettre sur le site. Et donc, à ce moment-là, ceux qui n'ont pas pu assister pourront aussi suivre. Et si jamais on est que le 31 janvier, aujourd'hui, on peut encore suggérer la chose.
Voilà, je ne sais pas si l'un de vous veut clôturer. En tout cas, Remercier. je remercie en tous les cas, on voit tous les remerciements que vous nous faites et ça nous fait chaud le cœur. En fait, ça fait vraiment plaisir de lire que vous nous remerciez parce que parfois, voilà, on fait du travail et on a l'impression que, bon, voilà, c'est pas des fois suivi ou qu'on n'a pas de retour. Mais bien souvent, on remarque de ces temps-ci qu'on a à chaque fois du retour, que ce soit par mail, que ce soit quand on organise. Et ça nous fait énormément plaisir. Mais alors, on vous remercie, vous, parce que sans vous, on n'existerait pas non plus. Donc, voilà. Maintenant, moi, j'ai... Bah, merci beaucoup. Bah, je pense que tu as bien résumé. Mais c'est vrai que voilà, remercier vous d'être présent, de porter de l'intérêt par rapport à nous, à notre travail et aussi au public avec lequel on travaille. Et voilà, et ce qui est important, c'est vraiment de savoir que vous êtes là et qu'on peut compter sur vous. Voilà, merci. Et on espère que cette présentation en ligne vous a permis d'être aussi parmi nous. Je pense que c'est important pour l'accessibilité, le fait de gagner du temps. C'est clair que c'est toujours plus chouette de se voir. Mais je pense que grâce à ça, on a pu avoir le plus grand nombre. Donc, il y avait 33 personnes aujourd'hui. Donc, merci de votre présence et de votre écoute. Et n'hésitez pas de faire appel à nous quand vous avez besoin. Si il n'y a aucune demande stupide, je veux dire, si on sait, on vous aide, et si on ne sait pas, ben voilà, on vous dira que c'est dans l'impossibilité. Mais en tout cas, prenez contact. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Belle journée. L'offre de services des centres régionaux est large. Pour plus d'informations, les sites et les adresses.